fois-ci, donc, la charge d'exploitation, on prend la surface également, une nouvelle surface, et la charge d'exploitation en général au niveau de la terrasse, on peut prendre une valeur égale à 1. Donc, ça peut varier entre 1 et 1,5. On va prendre une valeur égale à 1. Donc, de la charge d'exploitation, je fais également ajouter et je mets appliquer, c'est-à-dire j'applique ma charge sur donc, mon bardage. Donc, pour s'assurer des charges qui ont été appliquées, on va revenir au chargement. En bas à gauche, on avait déjà donc défini le chargement. Donc, on peut donc cliquer encore une fois sur chargement et vous allez avoir que ce qu'on vient de définir ici, donc ça c'est pour s'assurer ce qu'on vient de définir ici comme type de charge. Donc, vous allez voir qu'on a une charge permanente, une exploitation 1, 1, 1, et on a la charge d'exploitation 1, donc qui est égale à moins 1 kN. Vous avez vu que la charge qu'on vient de définir, le cas de permanente, apparemment, je n'ai pas sélectionné le bardage pour la définir. Donc, vous allez voir que ça n'a pas été encore défini, c'est-à-dire la charge de 7 kN. Donc, pour la définir, je vais revenir encore une fois sur ma vue. Donc ici, pour le cas de charge, on a dit, on a dit donc c'est une charge permanente qui doit avoir une valeur de moins 7. Donc moins 7, surfacique de moins 7. D'accord, je fais ajouter et je l'applique sur mon bardage. Donc je ferme, je reviens en chargement pour vérifier. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été rajouté. C'est une charge permanente surfacique qui est égale à moins 7 kN. Donc moins 7 kN, exactement, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, on vient de créer un élément bardage qui va lui-même nous faire répartir les charges dans un seul sens parce qu'on a défini une seule direction. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire ce qu'on vient de faire tout à l'heure au niveau des poutres, c'est-à-dire multiplier par l'interaction entre les poutres et la surface d'influence. Donc, il suffit de créer un nouveau élément bardage qui lui-même, il va faire la répartition. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est ce qui a été donc mentionné tout à l'heure par votre collègue. C'est au lieu de définir, bon, par exemple, même si ça serait une répétition de charge, ce qu'on est en train de faire, c'est une répétition de charge, mais on va le définir quand même pour voir l'autre méthode. Je vais prendre un étage, par exemple, on va prendre l'étage 2. Donc, sur l'étage 2, au lieu de refaire ce qu'on a fait, que ce soit au niveau du bardage ou bien au niveau de la répartition sur les poutres, on peut créer notre élément dalle. C'est-à-dire, on va créer notre élément dalle. Ça va être un élément dalle. Donc, comment on va créer cet élément dalle? Vous allez à gauche, si vous partez à gauche, vous avez l'élément poutre, à droite, il y a l'élément poutre, en bas des lignes de construction, il y a les définitions des axes, il y a les poutres, il y a les poteaux, et il y a les dalles. Donc, vous avez un élément dalle. Vous allez voir que cet élément dalle, il ressemble à l'élément bardage qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et là, vous pouvez définir votre propre dalle. Donc, c'est une dalle que vous allez prendre avec une certaine épaisseur. Pour définir l'épaisseur, c'est-à-dire si vous n'avez pas déjà défini, vous allez ces 3 points, vous allez cliquer sur les 3 points. Donc, vous allez voir qu'en cliquant sur les 3 points, ça affiche une nouvelle épaisseur, ce qu'on appelle l'élément épaisseur. Donc, cet élément épaisseur, donc c'est une dalle donc donnée. Donc, cette dalle, comme vous pouvez le voir, il est déjà, on a plusieurs paramètres
c'est une dalle uniforme, c'est-à-dire là où on va mettre une seule épaisseur. Il y a des cas où vous pouvez avoir des dalles variables. Ça veut dire quoi des dalles variables? C'est-à-dire des dalles dont l'épaisseur il varie d'un point à un autre. Par exemple, ici, il y a juste 2 points. Comme ça pourrait varier en 3 points. C'est l'élément que vous pouvez avoir. Des fois, pour optimiser un peu le béton, parce qu'on sait plus ou moins les moments, comment ils vont varier sur notre dalle, on peut prévoir type dalle, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande dalle. Donc, on peut opter par des dalles qui variables en épaisseur pour optimiser le béton. Mais sinon, nous, pour notre cas, on va considérer qu'il s'agit d'une dalle uniforme. D'accord? Donc, par rapport à l'épaisseur, comme ça a été donc mentionné tout à l'heure par votre collègue, s'il s'agit d'une dalle pleine, c'est très simple. Donc, on va juste, après le prédimensionnement, on va donc prendre tel type de dalle avec telle épaisseur, après dimensionnement. Vous allez juste mentionner, par exemple, s'il s'agit d'une dalle de 20 cm, ça va être l'épaisseur égale à 20 cm. Et le nom, dans ce cas, on va mettre dalle épaisseur 20 cm. 20 cm. Donc, épaisseur de 20 cm. OK. Donc, là, par contre, le type de béton, le matériau, vous pouvez choisir le matériau que vous allez utiliser pour le béton. Est-ce que le béton 30 ou bien juste simplement le béton 25? Okay. Également, comme on l'a dit l'autre fois, il y a ce qu'on appelle les paramètres de l'élasticité du sol. Ça, on les utilise souvent lorsqu'on va parler de radier, c'est-à-dire là où, c'est-à-dire un élément qui est, ou bien un dallage, surtout c'est un radier qui est en contact avec le sol. Donc là, on va parler d'un coefficient d'élasticité du sol pour lequel le radier il serait donc confronté. Donc, on va le définir dans le sens, par exemple, Z. Donc ça, c'est réservé aux éléments en radier ou autres. On va le découcher comme ça. Et on fait ajouter. Donc, ajouter, je fais ajouter. Et vous aurez un élément automatique d'épaisseur 20 cm dont les caractéristiques mentionnées. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un élément, un nouveau élément épaisseur de 20 cm. Le modèle, ici, je ne sais pas si on en a parlé l'autre fois, peut-être, ça a été de passage. Donc, on avait dit que souvent, on va parler d'un modèle coque. Donc, un modèle coque, c'est un modèle, et pour chaque élément, vous allez voir que si je parle de tablier dans une direction, panneau rideau dans une direction, ou bien plancher diaphragme, pour chaque modèle, vous pouvez voir qu'est-ce que ça veut dire le modèle. Si je prends le modèle coque, en cliquant sur les 3 pointillés, donc ça va vous donner une idée sur donc donc il va vous donner une idée sur le type de modèle donc appliqué. Le type coque, on parle de caractéristiques de rigidité élastique. Et dans ce cas, on peut définir les deux. Si je décoche, par exemple, pas d'éléments finis, qu'est-ce que ça veut dire pas d'éléments finis? C'est la méthode simplifiée qu'on utilise. Vous allez voir que ça a été décoché partout. Et en bas, juste en bas, le transfert des charges. On parle ici de transfert des charges. Comment les charges ils vont être transférées aux éléments? Ça va être d'une manière simplifiée, c'est-à-dire répartition par surface d'influence. C'est ce que vous avez vu l'autre fois. C'est ce que vous avez vu pour la descente de charge. C'est ce qu'on appelle la répartition triangulaire trapézoïdale. Donc, une dalle, il va être selon un degré, un angle de 45 degrés, vous aurez à avoir une répartition triangulaire trapézoïdale. Donc, lorsqu'on coche, pas d'élément fini. Si je pars d'une coque et je vais donc la dimensionner par les éléments finis, type coque, dans ce cas, vous allez voir que on parle d'éléments finis type coque. Donc, ça va être le calcul, ce n'est pas juste une répartition grossière
triangulaire, trapézoïdale, mais on va faire un calcul détaillé en éléments finis. D'accord? Et dans ce cas, on ne parle pas de raidissage, ça c'est pour les liaisons rigides entre les nœuds pour le plancher, parce que, comme vous le savez, le plancher il peut être utilisé comme un diaphragme pour justement solidifier, on va dire, nos éléments structurels, notre bâtiment en général contre le séisme. Et là, les transferts de charge, vous allez voir que est-ce que vous voulez un transfert analytique, c'est-à-dire par la méthode des éléments finis, ou bien vous voulez encore une fois, même s'il s'agit donc d'un élément type fini, d'accord, vous voulez avoir deux directions, bien dans une direction, selon le cas d'utilisation. D'accord? Est-ce qu'il s'agit d'une répartition, on va dire, dans les deux directions et dans une seule direction? Même pour les cas de dalles, on va dire pleines, on peut avoir une répartition dans une seule direction si le mu qui est le LX sur le LY, la petite portée sur la grande portée, elle portée inférieure à 0,4. Même s'il est inférieur à 0,4, dans ce cas, on va parler de répartition dans une seule direction. Et vous faites ajouter. Donc, il vous dit que le nom est réservé pour la définition par défaut du type modèle de calcul et ne pas être modifié. C'est-à-dire, nous, on vient donc de modifier le modèle. Je reviens sur le modèle en lui-même, c'est-à-dire le modèle Coq, il vous dit que ça devait être en élément fini type analytique. D'accord? Donc, et je fais ajouter, pardon. Pardon, c'est-à-dire que le modèle, il est existant. Oui. حيت كنت بغا نقول لك حيت شونجيتي في هذه اللي درتي لها اجوتي. Là, concernant les dalles à outils, souvent on fait une simulation ou bien une reconversion vers une dalle pleine. Imaginez que vous avez une dalle à outils de 16 plus 4 cm et vous voulez donc l'assimiler à une dalle pleine, c'est-à-dire on cherche une certaine équivalence entre les deux dalles en termes de poids. C'est possible de le faire à travers, bien sûr, une règle de 3. Une règle de 3. Une dalle, si je prends l'exemple d'une dalle à ordi entre vous qui fait 16 plus 4, vous devez chercher dans les catalogues quel est le poids, on va dire, de cette dalle par mètre carré. Si on prend un exemple de 16 plus 4 d'un poids de 2,85 kN par mètre carré, donc si je prends le poids de mètre carré, il est de 2,85 kN. Ok. Donc je prends l'exemple d'une dalle, comme j'ai dit, à ordi 16 plus 4, donc d'une valeur approximative de 2,85 kN par mètre carré. Je veux chercher donc l'épaisseur équivalente à ce poids, c'est-à-dire ce poids qui est surfacique de 2,85. Je veux chercher donc le poids équivalent d'une dalle pleine. Donc, qu'est-ce que je vais faire, sachant qu'une dalle pleine en béton armé, il a son poids volumique, il est de 25 kN par mètre cube. Donc, si je veux chercher l'épaisseur équivalente, je vais prendre juste 2,85 qui est en kilonewton par, on va dire, par mètre carré. Ok. Et je vais la diviser par la valeur, je vais la diviser par la valeur de 25 kN par mètre cube pour arriver à une dalle d'une épaisseur, si vous pouvez voir l'exemple, de 0,11, donc de 0,11 cm. Donc on peut dire qu'il est équivalent à une dalle d'épaisseur de 12 cm. Donc une dalle, si je considère que j'ai une dalle à ourdi de 16 plus 4, et il pourrait être équivalente à une dalle de 12 cm en termes d'épaisseur. Donc je fais dalle si je considère que j'ai une dalle
alourdie de 16 plus 4 et il pourrait être équivalente à une dalle de 12 cm en termes d'épaisseur. Donc, je fais cette conversion, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et après, je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, si je parle de l'étage 3, je veux définir une certaine dalle alourdie 16 plus 4. Je vais revenir toujours à la dalle, c'est-à-dire type dalle, et je vais définir ici dans l'épaisseur, je vais définir une nouvelle dalle, mais d'épaisseur 12 cm. Je vais avoir 12 cm. C'est une dalle 12 cm. On peut même mentionner que s'il s'agit d'une dalle corps creux, par exemple, ou autre, on voulait donc la nommer. Et les de 12 cm, je fais donc ajouter. C'est déjà ajouté. Et je cherche ici l'épaisseur 12 cm. Donc, c'est une dalle alourdie de corps creux de 12 cm. Je définis un plancher, donc par exemple, un plancher diaphragme, ok. Et sachant que par rapport à la direction, donc toujours est-il que les paramètres, on va voir les paramètres. Bon, lorsque je vais appliquer donc ma dalle, la méthode de définition, d'accord, je prends plancher, je vais la définir dans le niveau 3. Donc, ici, on a quand même une idée sur le plancher. Je vais fermer. Donc, pour ce plancher, comme vous pouvez le voir, qu'on vient de définir, il est de 20 cm. Donc, il est de 20 cm, pardon, il est de 12 cm et qui doit être assimilé à une dalle alourdie. D'accord? Donc, une chose qui est importante et qu'il ne faut pas oublier, lorsque je parlais un peu de tout ce qui est liaison, lorsqu'on parle de liaison rigide, vous pouvez voir même pour la première méthode, c'est-à-dire la première méthode qu'on avait utilisée, qui correspondait à une méthode de répartition de charge au niveau des poutres, qu'on n'avait pas pris en considération l'existence d'une dalle. Et comme vous le savez, la dalle en elle-même, c'est un élément qui peut rigidifier notre structure. Si je parle d'un séisme qui va frapper une dalle, c'est-à-dire la liaison entre les poutres en elles-mêmes, en rajoutant un élément dalle, c'est comme c'est un élément qui va donc rigidifier les liaisons entre, on va dire, les poutres et également notre dalle. Donc, pour ce cas de figure, c'est-à-dire pour donc définir cette liaison qui est ce qu'on appelle la liaison rigide, donc entre les dalles et les éléments, on va dire, poutres,
on peut rajouter ce qu'on appelle les liaisons rigides. Donc, si on part dans structure, donc on va aller dans structure, on va chercher, donc dans structure, on va chercher structure additionnelle ou bien caractéristiques additionnelles. Donc, les caractéristiques additionnelles, et c'est mentionné liaison rigide. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette liaison rigide? C'est que nos poutres, ils ont été rigidifiés, d'accord, de sorte que la dalle qui liaisonne les poutres entre elles, d'accord. Donc, cette liaison rigide, lorsqu'on clique sur la liaison rigide, vous allez voir que il va vous faire apparaître un type de liaison qui est constant, c'est les membranes, d'accord. Pour notre cas de figure, on va donc définir notre propre liaison rigide, d'accord. Donc cette liaison rigide, on va dire que c'est une dalle, donc les directions bloquées, c'est-à-dire c'est dans le sens X, le déplacement dans le sens X, il serait bloqué. Dans le sens Y, il serait également bloqué, d'accord, dans le sens X, Y, mais également la rotation selon, on va dire, le sens Z. C'est-à-dire notre dalle, il ne va pas tourner dans le sens Z. On va essayer d'avoir un élément plane qui est la dalle, d'accord, et qui est rigide dans son plan. Donc la rotation selon Z, il serait bloqué également. C'est ça l'élément, on va dire, rigide qu'on va définir. On va le rajouter. On l'avait appelé liaison rigide. Et on va le définir niveau par niveau. C'est-à-dire que chaque niveau, normalement, il y a une dalle. Si je prends le niveau donc 1, étage 1, d'accord, en projection. Donc, je prends l'étage 1 en projection. Donc, par rapport à cet étage, le fait que je n'ai pas défini de dalle, j'ai juste fait descendre l'ensemble des charges au niveau des poutres, c'est comme s'il y a un vide. D'accord? Vous voyez ici? C'est-à-dire c'est comme s'il y a un vide. Lorsque je vais dimensionner ma structure, il va être dimensionné de sorte qu'il n'y a rien ici. Rien n'est, on va dire, les poutres ne sont pas liaisonnées entre elles. Il n'y a pas quelque chose qui bloque dans le sens X ou dans le sens Y ou bien par rapport à la rotation. C'est-à-dire notre poutre, il peut tourner simplement, alors que ce n'est pas le cas. Puisqu'il y a une dalle, il va bloquer la poutre pour que ça tourne dans le sens, on va dire, de Z. C'est-à-dire il va juste se déplacer selon X, il ne peut pas être déplacé selon X, il ne peut pas être déplacé selon Y, et il ne peut pas tourner selon, on va dire, Z. Donc, pour définir cette liaison, c'est exactement ce que je viens de créer, c'est la liaison rigide. Cette liaison rigide, comme vous pouvez le voir, toujours on définit ce qu'on appelle le nœud mètre. Donc, le nœud mètre, c'est-à-dire on choisit un nœud, par exemple, central, ce qu'on appelle le nœud mètre, d'accord? Et on sélectionne les nœuds esclaves, c'est-à-dire les nœuds pour lesquels on va plus ou moins rigidifier la structure. Donc souvent, ça va être les autres nœuds, les autres nœuds, c'est-à-dire je fais une sélection de l'ensemble des nœuds, c'est-à-dire le nœud 1, le nœud 2, 3, d'accord? Il faut sélectionner nœud par nœud. Mais comme vous pouvez voir, c'est un peu compliqué de sélectionner comme ça l'ensemble des nœuds. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait revenir à la sélection qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner les nœuds, la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Et on va définir par exemple les nœuds, c'est toujours les nœuds qui correspondent à l'étage, d'accord? À l'étage, c'est-à-dire je prends la géométrie
pour la géométrie, je vais parler de l'étage courant. C'est l'étage qui fait 3, 0, 5. Donc, je prends axe Z 3, 0, 5. Donc, je vais définir juste l'axe qui est de 3, 0, 5. Et je fais rajouter. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été sélectionné. Donc, l'ensemble des nœuds, ça a été sélectionné. Donc, ici, je viens de sélectionner l'ensemble des nœuds de l'étage 1. Et je mets appliquer. Donc, comme ça, vous voyez les lignes. C'est-à-dire, c'est comme si je viens de créer un élément rigide, dalle ou bardage. Cette membrane, ça va rigidifier notre structure pour l'empêcher, d'une part, de se déplacer horizontalement selon X et Y, et même tourner suivant Z. Et ça devrait être appliqué, je dirais, pour l'ensemble des étages. Donc, je ferme, je peux passer à l'autre étage. On va voir juste les étages où on n'a pas défini de dalle. C'est-à-dire, il y a le premier, le deuxième, il y a une dalle, le troisième, il y a une dalle. Il reste le quatrième et le cinquième. C'est-à-dire, je peux passer au quatrième. D'accord? Je vais faire ma projection sur le quatrième étage. D'accord? Quatrième étage. Et je vais définir, ça c'est le quatrième étage. OK. Je vais sélectionner les nœuds du quatrième étage. Mais avant ça, on va définir, on a dit structure. C'est la structure. Caractéristiques additionnelles, liaison rigide. Donc, on va définir déjà le nœud mètre. Donc, le nœud mètre, on va prendre un nœud quelconque, c'est-à-dire ça peut être ça ou un autre, 94. Donc, on va chercher les nœuds esclaves, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est au niveau du niveau Z6.1. Donc, on va définir l'ensemble des autres nœuds. On va rajouter, pardon, c'est pas l'étage 4, c'est pas 6.1. Vous voyez que rien n'a été sélectionné, mais c'est plutôt l'étage 12-2. Z égale à 12. 12,2, exactement. Donc, c'est 12,2. Tout à fait. Donc, je fais rajouter de l'étage 12,2. Donc, c'est ce qu'on vient de sélectionner. Je le sélectionne au niveau des nœuds esclaves et je mets appliquer. Donc, vous pouvez voir que ça a été appliqué au niveau de l'étage. Donc, maintenant, on va définir un nouveau nœud. D'accord, au niveau de l'étage 5. Donc, le nœud mètre, ça va être ce nœud par exemple. Et par rapport à Z, ça va être donc le 5, c'est-à-dire le 15, pardon, le 7, c'est 15 250. Donc 15 250. Je rajoute et je mets dans la sélection appliquée et j'aurai mes liaisons rigides définies pour l'ensemble, on va dire, des étages. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque étage, il serait liaisonné de sorte pour ne pas laisser un peu les poutres flottantes. Donc, il faut qu'il y ait une, je dirais, équivalence d'une dalle qui va bloquer les directions horizontaux et également la rotation selon Z. Bon, avec ça, plus ou moins, on a fait le tour des chargements des éléments structurels. Il restait juste donc les escaliers, parce que les escaliers également, on doit les faire charger, comme vous le savez. Donc, par rapport aux escaliers, également, il y a une charge, on va se dire, c'est une charge permanente, d'accord, une charge d'exploitation au niveau de
notre escalier. Donc, pour charger les escaliers en charge permanente et charge d'exploitation, on fera la même méthode de sélection. Imaginez que vous avez ce panneau de dalle. D'accord? Ce panneau de dalle, normalement, il est cerné par des poutres. En réalité, lorsqu'il y a une dalle, cette dalle, il va fixer nos poutres dans la rotation et dans le déplacement. C'est-à-dire ils ne vont pas tourner, on va dire, par rapport au sens Z. Pourquoi? Parce que c'est un carré, c'est une dalle carrée. Donc, il ne va pas laisser ces poutres tourner par rapport à Z. C'est la raison pour laquelle on avait créé une liaison rigide pour lequel la rotation selon Z elle est bloquée. Ça ne tourne pas. Et en même temps, les poutres, ils ne peuvent pas se déplacer ni au niveau, on va dire, dans le sens X, ni dans le sens Y, parce qu'ils ont été bloqués par ce carré de dalle. Donc, c'est un élément qui, normalement, devrait être pris en considération. Sinon, si on ne le fait pas, c'est comme s'il y a un vide, c'est-à-dire on a juste les éléments poutres, il n'y a rien donc, qui cerne ou bien qui attache ces poutres. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut à chaque fois, si on fait la première méthode, sinon, si on opte, par exemple, pour le cas de dalle pleine ou autre, les autres étages, par exemple, la dalle elle-même, il va faire ce travail de liaison rigide. D'accord? C'est Donc, elle qui va, donc automatiquement, il serait défini. donc, Je dirais que maintenant, on a défini le chargement au niveau de l'ensemble des éléments. Il restait les escaliers, donc on fera de même, c'est-à-dire toujours la sélection en haut, sélection par exemple barre ou autre. C'est la sélection qu'on avait définie tout à l'heure. Et vous allez voir qu'au niveau du cas de charge, il y a les panneaux. Vous vous rappelez qu'on avait défini un élément panneau. Les éléments panneaux, c'était le palier d'épaisseur 17 et la volée d'épaisseur 15. Donc, je reviens à la vue en 3D pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a donc cette vue en 3D. Je veux sélectionner le palier de l'ensemble des escaliers. Donc, comment faire? Je clique toujours sur palier, par exemple, et je fais les deux flèches pour ajouter. Donc, vous voyez que ça a été sélectionné automatiquement au niveau du schéma. Donc, au niveau du schéma, vous allez avoir sélection de l'ensemble des paliers. Donc, on l'avait sélectionné, donc on peut lui appliquer des charges. Donc, on va revenir cas de charge, comme on l'a vu tout à l'heure, charge permanente, et on va définir la charge qui va être appliquée sur le palier. Donc, comme vous le savez, au niveau du palier, il va y avoir une charge permanente, certes, charge permanente due à quoi? Au poids de la dalle du palier en lui-même, c'est-à-dire si je prends un palier de 17 cm, donc si je me dis j'ai un palier de 17 cm, ça veut dire quoi en termes de charge? C'est 0,17, d'accord, fois 25 kN par mètre cube. Donc, ça donne quoi? Ça donne 4,25. Donc, la charge, on va dire, du palier en termes de poids propre, ça va être égal à 4,25 kN par mètre carré. Et on peut lui rajouter également la chape. Par exemple, s'il y a une chape avec un revêtement, on peut l'estimer à 8 cm, si vous voulez, comme vous voulez. Donc, on peut l'estimer à 8 cm, d'accord? Donc, on va prendre 0,08 cm fois 20 kN par mètre cube, c'est-à-dire la charge, c'est la chape qui fait 20 kN en mètre cube, ça donne 1,6. Donc, on vient d'avoir, qu'est-ce qu'on a dit, 1,6 plus 4, quelque chose. Donc, en général, on peut prendre, dans ce cas de figure, une valeur de 6 kN donc, par mètre carré. D'accord? On va prendre une valeur de 6 kN par mètre carré. Donc, dans ce cas, on va passer juste en surface.
c'est-à-dire c'est une charge qui va être surfacique. On va cliquer sur la charge surfacique uniforme, d'accord? Et dans la valeur, on va mentionner une valeur qui est égale à moins 6 kN par mètre carré. On va ajouter, bien sûr, automatiquement, vous voyez que appliqué à, ça a été appliqué à la sélection actuelle qu'on vient de sélectionner, et je mets applique. C'est-à-dire automatiquement, il y a des charges qui viennent d'être appliquées, charges permanentes qui viennent d'être appliquées sur nos paniers. Pareil pour les charges d'exploitation. Donc, je dois coucher toujours les cas de charge, mais cette fois-ci, ça devrait être les cas de charge d'exploitation. Et je reviens aux charges. Et je définis des charges donc réparties d'une manière surfacique, d'une valeur. Pour le palier, en général, la valeur vous pouvez chercher également au niveau de la norme. On peut prendre une valeur de 2,5, d'accord? 2,5 kN comme charge d'exploitation. La charge d'exploitation, elle est de 2,5. Et je ferai ajouter également à la même, donc au même, je dirais, palier. Donc je ferme, je peux tout fermer. Maintenant, on a défini les paliers, c'est-à-dire on peut définir également les volets. Comment? Par la même sélection, c'est-à-dire on revient à la même sélection et on va mettre volet et j'applique, c'est-à-dire on va appliquer, c'est-à-dire je fais les deux flèches et j'aurai donc la sélection, comme vous pouvez le voir, des volets au niveau de l'ensemble des étages. Donc la sélection des volets, on va également définir la charge qui va être appliquée sur la volée, que ce soit la charge permanente ou la charge d'exploitation. D'accord? Donc, on a une volée qui fait une... Oui, il y a une intervention. Donc, je disais que au niveau de la charge de la volée, on pourrait la définir de la même manière. Donc, pour la charge de la volée, c'est toujours, il est surfacique avec une valeur donc qui va être bien sûr moins. On a quelle épaisseur pour la volée? On a dit tout à l'heure, la volée, il fait une épaisseur de 15 cm. Donc, puisque 15 cm, donc on aura une valeur moindre que celle du palier. On va, c'est-à-dire si on estime ça, on pourrait dire que pour la volée, on pourrait prendre une valeur qui est égale à 5, par exemple, kilonewtons. Ou bien on peut garder la même valeur si vous voulez, mais c'est un calcul à faire, c'est-à-dire un calcul à faire avant de... Donc on va prendre une valeur de moins 6, on garde la même valeur pour ne pas compliquer la vie. Donc ça, on va appliquer la valeur de moins 6. Pardon. Normalement, j'ai fait une mauvaise manipulation. Définir charge. OK. On a dit c'est une valeur de moins 6. J'ajoute et je l'applique ici. Et après, on fera de même
pour la charge d'exploitation, mais avant, il faut sélectionner la charge d'exploitation et la définir à une valeur qui est égale, on va garder moins 2,5 comme charge d'exploitation. Ajouter et appliquer. Maintenant, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous terminez les charges, il faut revenir au tableau de chargement, d'accord, qui est soit vous passez par chargement et vous cliquez sur tableau de chargement, ou bien tout en bas, puisqu'on l'avait créé une fois, vous pouvez passer de la vue au tableau de chargement. Donc là, vous pouvez le voir. Donc, il y a le poids propre, il y a les charges appliquées, on va dire, sur les éléments, poutre principale, poutre secondaire, d'accord, poutre principale de riz, poutre principale centrale, la même chose, donc, exploitation est permanente, ok. Les charges surfaciques appliquées sur, on va dire, la dalle de toiture. On avait défini une certaine dalle de toiture. Et après, vous pouvez voir qu'il y a également des charges, on va dire, surfaciques appliquées sur la volée et également l'autre charge appliquée sur donc le palier. Donc, je reviens sur la vue. Donc, après, pour voir que à ce stade, on vient donc de définir l'ensemble des charges. On a créé nos liaisons rigides, d'accord? Donc, l'étape suivante, ça va être, après avoir créé toutes les charges, comme vous pouvez le voir déjà même au niveau de, ici, de sélection de cas de charge, on a défini deux types de charges, la charge permanente et la charge d'exploitation. Maintenant, pour faire les calculs, c'est-à-dire il y a deux manières de voir. On fait les calculs à l'état statique et après on passe à l'état dynamique, d'accord? Et bien sûr, au niveau de calcul de l'état statique, on ne va pas tenir compte des charges accidentelles, c'est-à-dire le séisme. Par contre, pour le cas de calcul de l'état accidentel avec le séisme, il faut absolument passer par l'analyse modale. C'est-à-dire l'analyse modale, c'est une étape très importante avant de lancer les calculs. Et même robot, il ne va pas se lancer ni en analyse, que ce soit sismique ou bien spectrale ou autre type d'analyse, si on ne fait pas l'analyse modale qui consiste à déterminer le mode donc, et voir est-ce que notre structure est valable ou pas. Donc, maintenant que j'ai défini donc, les charges, je reviens à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, au menu analyse et je ferai vérifier structure pour voir est-ce qu'il y a des erreurs déjà de conception et de modélisation. Si nombre d'erreurs égale à 0, c'est bon, donc une très bonne chose. Donc, pour lancer les calculs, on va juste donc parler un petit peu de la charge, de la combinaison de charges. C'est-à-dire pour pouvoir lancer un calcul par exemple statique, il faut qu'il y ait des combinaisons de charges. C'est-à-dire, comme vous le savez, on parle de deux états. Il y a l'état limite ultime et l'état limite de service. En général, les deux états, chacun a son rôle. Bien sûr, l'état limite ultime, c'est pour, on va dire, c'est un état de calcul pour lequel on cherche la rupture du bâtiment, c'est-à-dire on cherche la limite ultime, c'est-à-dire la ruine, ce qu'on appelle la ruine même. Et l'état limite de service, on cherche plus le fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire on va voir par rapport à la fonctionnalité du bâtiment, la limite de fonctionnalité, c'est-à-dire quelle est la limite pour laquelle le bâtiment
il va arriver, il serait fonctionnel. Donc, c'est quand même deux états différents, deux équations, on va dire, différentes qui vont dimensionner notre structure. Et on ne peut pas se dire que l'état limite ultime, il est plus défavorable que l'état limite du service ou vice-versa. Normalement, il y a des états où il y a des cas où c'est l'état limite ultime où il serait défavorable, il y a d'autres où c'est l'état limite du service qui le serait. Donc, à chaque fois, on fait peut-être un calcul pour un état et on fait une vérification pour l'autre. Donc, si je prends donc, les combinaisons de charges, donc si je veux, avant de lancer bien sûr mes calculs, je dois avoir une idée sur les combinaisons de charges entre l'état limite ultime et l'état limite de service. Il y a plusieurs manières. Il y a, si vous passez au chargement, donc vous allez avoir deux types de combinaisons. Il y a la combinaison automatique et la combinaison manuelle. Donc, si je fais par exemple combinaison automatique, c'est-à-dire que mon logiciel, il va prendre en considération la norme qui est le BAEL 91. Il va essayer de me retrouver les combinaisons qu'on pourrait avoir. D'accord? Moi, si on veut, donc cette fois-ci, définir une combinaison, on va dire manuelle, je passe par chargement, combinaison manuelle. Donc, vous allez voir que le numéro 2, c'est-à-dire le numéro de la combinaison, et le nom de la combinaison. Vous pouvez l'appeler, par exemple, le nom de la combinaison, c'est l'élu 1. On va l'appeler élu 1. Donc, ça, c'est la combinaison. On va créer le numéro, par exemple, on va donner 1, et le nom de, plutôt, on va laisser 3. Vous allez voir pourquoi on laisse 3. Parce que déjà, on avait défini dans le menu en haut, c'est-à-dire les deux premières charges, les cas de charge, on avait défini le premier, c'était la permanente 1, c'est-à-dire la charge permanente 1, c'est-à-dire les charges permanentes. Et le 2, c'était les charges d'exploitation. C'est la raison pour laquelle, automatiquement, il m'a parlé de numéro 3. Donc, je vais définir un nouveau cas de charge qui est la charge due à l'état limite ultime. Donc, je vais l'appeler élu. Élu 1. D'accord? Déjà, il vous parle de type de combinaison. Est-ce que vous cherchez à l'élu ou bien l'ELS ou bien l'accidentel? Donc, on va garder, c'est une combinaison élu. Exactement. Donc, on parle de déplacement lorsqu'on parle de l'état limite de service. Donc, d'accord? Et de l'élu plus lorsqu'on parle de contraintes. D'accord? Donc, c'est des forces, c'est des contraintes. Donc, c'est ça un peu la différence, c'est-à-dire l'état limite ultime, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'état extrême pour la ruine, mais lorsque je parle de l'état limite de service, c'est un état plus par rapport à la déformation, par rapport au fonctionnement. Donc, de toute façon, vous allez prendre la première. Donc, l'élu, c'est la première. Donc, une fois, vous allez voir que ici, vous allez avoir ce tableau. C'est quoi ce tableau? Ce tableau, on va définir notre état limite ultime. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette combinaison d'état limite ultime? On peut laisser automatiquement. C'est-à-dire, lorsque vous mettez coefficient, vous voyez un automatique. C'est-à-dire, vous lui dire automatiquement qu'est-ce que vous voulez dire par état limite ultime. Quand vous pouvez le définir vous-même. C'est-à-dire, si vous vous dites ce n'est pas un 35G, c'est 1,4G par exemple, dans une norme ou une autre, vous pouvez le mentionner comme quoi c'est 1,4G plus 1,5Q. D'accord? Mais nous, si on le laisse donc auto, lorsque je clique sur les deux flèches, c'est-à-dire je veux transférer l'ensemble à droite. Donc, je mets tout ce qui est à droite. Vous allez voir qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné 1,35 fois la charge permanente, 1, plus 1,5 fois la charge 2, qui est l'exploitation. Et donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, la discussion qui a été menée par rapport les cas de charge, on avait dit pourquoi on avait mentionné permanente 1 ou on n'avait pas mentionné le permanente 1 ou permanente 2, 3 et 4. Parce que si on les avait mentionnés comme ça, on allait avoir dans ce tableau, dans la liste des cas, le permanente 1, 2, 3, 4, 5, toutes les permanentes qu'on avait définies. D'accord? Et à chaque fois, on devrait leur appliquer un coefficient. Maintenant qu'on avait défini juste permanente
c'est un type de cas de charge, exploitation entre types de cas de charge, c'est exactement ce qu'on vient d'avoir au niveau du tableau. Donc là, on va mettre appliquer, c'est-à-dire on va appliquer, et ça a été appliqué, c'est-à-dire on avait créé un nouveau état qui est l'état limite ultime. D'accord? Donc maintenant, je vais essayer de créer une nouvelle. Là où il y a une nouvelle, vous voulez créer une nouvelle, c'est-à-dire l'état limite de service. Une fois que je clique sur une nouvelle, directement, vous allez voir qu'il me dit que le numéro il est de 4, c'est-à-dire le type de cas de charge qui va être défini, il va être égal à 4. Et le nom de la combinaison, on va l'appeler, par exemple, le LS. Le LS, d'accord? On peut l'appeler le LS1, par exemple. Donc, je mets OK. Donc, il va me créer une nouvelle qui va être appelée le LS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le LS, comme vous le savez, je peux soit cliquer directement sur les deux flèches, c'est-à-dire je vais balancer l'ensemble et après supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Je peux le faire comme ça, c'est-à-dire je fais l'ensemble. Vous allez voir que c'est quoi le problème? Le problème, c'est au niveau des coefficients. Pourquoi il m'a donné ces coefficients? Pourquoi il m'a donné ces coefficients? Il m'a donné ces coefficients parce que lorsque j'ai fait nouvelle, d'accord? Lorsque j'ai fait nouvelle, lorsque j'ai cliqué sur nouvelle et j'ai mis nom de la combinaison, le LS1, je n'ai pas mentionné que le type de combinaison, il s'agit de l'ELS. J'ai laissé ELU. D'accord? Donc, il faut absolument mentionner que le type de combinaison, c'est l'état limite de service. Donc, si ce n'est pas mentionné, bien sûr, il va vous donner l'état limite ultime. Donc, je mets OK. Donc, vous allez voir que ici, si je bascule l'ensemble à droite, il va me donner juste des coefficients égaux. Et bien sûr, l'état limite ultime, ce cas de charge de l'état limite ultime, je dois le supprimer. Je ne dois pas le laisser. Donc, ce cas d'état limite ultime, je dois le supprimer, le retrancher, c'est-à-dire le retrancher par le inférieur. Donc, le supérieur, c'est plus, le inférieur, c'est moins. Donc, je vais le retrancher de la valeur de l'élément. Et comme vous pouvez le voir à droite, on a eu automatiquement des coefficients égaux à 1 et 1 permanentes. Donc, c'est ça et on va l'appliquer, c'est-à-dire lorsque je mets appliquer, c'est-à-dire que ce cas de charge vient d'être défini. Donc, on a défini deux types de combinaisons, l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, avec ça, donc je ferme. Donc, plus ou moins, j'ai défini mes calculs. Vous pouvez revenir ici, c'est-à-dire dans la boîte de là où il y a la sélection de cas de charge, et vous allez retrouver qu'on a créé deux autres types de charges, l'ELU1 et le LS1, c'est-à-dire l'état limite ultime et l'état limite de service. D'accord? Donc, avec ça, on vient de définir les cas de charge et on peut lancer nos calculs. C'est-à-dire, si on veut faire juste un calcul statique, on veut lancer les calculs, on va passer par notre calculatrice, l'élément calculé. Vous voyez l'élément calculé, donc on lance notre calculatrice. Bien sûr, avant, vous devez vérifier votre structure, voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, moi, j'ai lancé les calculs, il n'y avait pas d'erreur. S'il y avait erreur, certainement, il va m'arrêter, il va me dire il y a erreur. Donc, j'ai lancé les calculs, c'est bon. Et on a fini donc le calcul, on va dire plus ou moins statique de notre structure. Comme on l'avait vu l'autre fois au niveau de la charpente métallique, le portique plan, on peut voir les résultats, c'est-à-dire on va passer au bureau. Vous voyez? Résultat, résultat. D'accord? Donc, vous voyez, donc on peut passer par le bureau là où il y a les résultats. Donc là, on peut voir clairement quels sont les résultats obtenus. Donc, pour les résultats obtenus on peut afficher tout ce qu'on veut comme on l'avait fait l'autre fois. C'est-à-dire, si je veux voir les forces dans le sens X,
je vais faire fx et je mets appliquer. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Quelle est la valeur maximale dans le sens x. Je veux avoir, donc vous voyez un petit peu, donc c'est les forces dans le sens x, ok. Les sens dans le sens y, donc les phares, on va dire dans le sens y, dans le sens z également, donc appliqué, vous voyez, et on peut voir les moments, donc les moments, donc le moment selon, on va prendre même z, donc le moment dans le sens z, donc vous pouvez voir tous les, on va dire les éléments susceptibles d'être donc contrôlés au niveau du diagramme. Et comme vous pouvez voir la déformée, c'est-à-dire la déformée de notre structure, on va appliquer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et certainement, comme vous pouvez le voir, si je parle par exemple de ce cas de déformée, vous voyez un petit peu, je vais sélectionner quand même pour... pardon. Donc la déformée que vous voyez ici, c'est la déformée de dalle. Vous allez voir, c'est la déformée de dalle. Ok, c'est une déformée. Mais sous quel type de charge? C'est la charge 1, permanente. Si je prends le cas de charge d'exploitation, certainement, on aura une autre déformée. Ok. Si je prends la charge élue, c'est-à-dire l'état limite ultime, vous voyez que c'est une grande déformée parce qu'on prend à la fois la charge d'exploitation et la charge permanente. Le LS, c'est la même chose. C'est-à-dire, lorsque je fais ça, j'aurai plus ou moins cette déformée. Donc ça, comme vous pouvez déjà le voir, la déformée en général, dans ce cas de figure, c'est des déformés dans le sens, on va dire, de Z. Pourquoi? Parce qu'on avait tenu en compte que les charges statiques. On n'a pas encore pris en considération les charges dynamiques dues au séisme. Donc, vous pouvez voir que la déformée, elle est dans le sens Z. On a des poteaux qui sont déformés, des dalles, ainsi de suite, mais tout est dans le sens Z. Vous pouvez bien sûr voir également au niveau des tableaux, c'est-à-dire les tableaux qui sont en bas, le tableau par exemple réaction, repère global, on le repère, vous pouvez voir les extrêmes globaux, quelles sont les charges extrêmes globaux, ainsi de suite. Il y a pas mal de données qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est pour juste visualiser un peu les charges, les sollicitations. Et vous pouvez passer au dimensionnement, à l'état statique, c'est-à-dire vous choisissez un élément quelconque, que ce soit poteau ou poutre, d'accord? Et vous allez passer à dimensionnement. Dimensionnement quel type? Est-ce qu'on parle de dimensionnement de poutre, de voile ou autre? Donc, on passe au dimensionnement des éléments en béton armé pour déterminer le ferraillage.